Le président Patrice Talon a procédé ce jeudi 1er août 2024 à la place du monument aux dévoués au dépôt de gerbes. Il a été accueilli par le préfet du littoral Alain Orunla et le maire de la ville de Cotonou, Lucas Trocou. Après cette étape, le chef de l'État s'est dirigé vers le Sofitel à bord de son véhicule où il va monter dans le command-car pour la visite des troupes au niveau de la place de l'Amazone pour le défilé militaire. Le défilé pédestre a été exécuté par des détachements représentatifs des forces de défense et de sécurité avec la participation d'un peloton mixte béninois-belge, d'un peloton nigérien et d'un peloton de troupes récemment désengagés de l'opération Mirador de lutte contre le terrorisme. Il y a eu 3 pelotons de la police républicaine, de la marine nationale, de la garde nationale et de l'armée de l'air, 8 de l'armée de terre, 4 pelotons pour eau, forêt et chaste et douane. Le public a assisté à la parade d'un échantillon des aéronefs de l'armée de l'air dans le ciel de la place de l'Amazone. Le défilé motorisé a permis de découvrir des matériels majeurs des forces de défense et de sécurité. Un tableau artistique a mis fin à ce défilé de plus de 2 heures. Des membres du gouvernement, présidents des institutions, personnalités, populations et invités ont pris part à l'événement. Cette édition de la fête nationale est placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité avec la nation pour un Bénin sûr et prospère ». Benito Vilemi, mi cité. Je disais, les enfants, que vous êtes notre préoccupation essentielle. Parce que nous devons veiller à ce que vous, qui avez un potentiel que vous avez démontré à vos examens respectifs, que la République soit capable de vous accompagner pour aller plus loin, année après année. Que ceux qui vont entrer en 6e soient dans des bonnes conditions pour travailler, pour exceller encore, peut-être plus, année après année. Que ceux qui vont en seconde soient dans les bonnes ou dans les meilleures conditions pour faire un lycée avec tout ce que les enfants attendent, c'est-à-dire des enseignants de qualité, des infrastructures de qualité, et à la maison, que les parents encore aient les moyens de s'occuper d'eux, de leur apporter l'assistance nécessaire. Notre souhait, notre engagement est de faire en sorte que le Bénin ne soit pas défaillant à votre endroit. Donc pour nous, c'est une préoccupation. Et c'est, les enfants, notre principale préoccupation. Comment faire pour que la jeunesse, pour que nos enfants soient les bâtisseurs de demain. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai dit que le Bénin est un pays encore pauvre, que le Bénin fait son chemin doucement. Mais pour que le Bénin soit un pays développé, ce sera vous. Parce que ce qui se passe actuellement, le temps dans lequel nous sommes, ne nous permettra pas encore d'être un pays développé. Nos efforts actuels ne nous permettront pas de devenir un pays développé. Ne soyez pas déçus, mais c'est la réalité. Nous faisons, nous les dirigeants actuels, nous faisons des efforts pour qu'il y ait un minimum en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'infrastructure. Nous faisons les efforts pour que ce minimum-là vous permette à vous, les enfants, demain, de devenir ceux qui vont vraiment faire du Bénin un pays développé. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez compris que pour que le Bénin
soit comme les États-Unis, soit comme la France, soit comme la Chine, soit comme le Japon, soit comme l'Italie, pour que le Bénin soit comme ça, ce sera vous. Ce que nous on fait actuellement, c'est travailler pour que quand vous serez grand, vous ayez tous les instruments, toute votre capacité, chacun dans ce qu'il sait faire, qu'il soit artisan. Là je parle à tous les enfants du Bénin, qu'il soit chacun, qu'il soit artisan, qu'il soit musicien, qu'il soit artiste, qu'il soit ingénieur, qu'il soit médecin, qu'il soit aviateur, ou qu'il soit enseignant, qu'il soit cuisinier, que chacun contribue à faire du Bénin un pays peut-être plus développé que les États-Unis, plus développé que la France, plus développé que la Chine. Vous pouvez, vous pourrez demain le faire. Si nous on fait ce qu'il faut pour vous aujourd'hui, si on s'arrange pour que vous ayez à l'école, comme ça se fait, vous allez mieux à l'école, que les enseignants soient encore meilleurs, que les laboratoires soient mieux équipés, que vous mangez mieux à la maison et à l'école, si on fait tout ça, et c'est ce que nous essayons de faire, demain vous serez capable, vous, de faire en sorte que le Bénin soit plus développé que la France, que les États-Unis, que la Chine. Vous pouvez. Vous pouvez, non? Bien sûr, vous pouvez. Demain, vous pourrez faire ça, non? Si nous on fait tout ce que nous avons à faire à votre égard. Demain, vous allez faire que le Bénin soit un pays développé. Vous me promettez? Merci. Contractualisation pour les missions de maîtrise d'œuvre complète des travaux de voirie et d'assainissement, ainsi que pour les études d'impact environnemental et social et plans d'action de réinstallation dans le cadre des investissements municipaux du programme Building Resilient and Inclusive Cities BRIC dans les communes d'Alada, Aplaoué, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazoumé et Pobé. Ce programme vise l'amélioration de l'accès aux services urbains résilients au climat et détermine les modalités de prestation de ceux-ci dans les communes bénéficiaires. Il couvre 7 des 12 communes chefs-lieux de département, sa mise en œuvre s'étendant de 2023 à 2027. Le BRIC intègre par ailleurs 2 des 8 sous-programmes du programme Villes et Territoires durables qui sont à l'intersection de l'appui au développement urbain, de l'opérationnalisation de la loi numéro 2021-14 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin et de l'amélioration de l'adaptation climatique, gestion des risques de catastrophes. Le programme BRIC, par le biais du renforcement de l'outil conventionnel État-commune, contribuera à la résilience climatique en conférant aux collectivités territoriales un rôle plus important dans la fourniture des infrastructures et des services urbains de base. Des conventions spécifiques ont été signées avec les communes concernées pour leur donner les prérogatives de mettre en œuvre les activités relatives aux investissements municipaux avec le soutien des conducteurs d'opération. Au terme des études d'identification, des projets de voirie et d'assainissement sont retenus dans le cadre de ces investissements. Afin d'assurer une cohérence des interventions et une atténuation des impacts pour les populations bénéficiaires entre les investissements du niveau central et les investissements municipaux, il urge d'accélérer le calendrier d'exécution de ces derniers au regard des étapes déjà franchies par les premiers. En point 3, organisation d'un test de sélection d'aspirants au métier d'enseignant AME au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2024-2025. L'effectif des AME de ce sous-secteur, estimé à 14 746 au cours de l'année scolaire 2019-2020, est passé à 15 362 en 2023-2024. Malgré cet effort remarquable, des besoins en personnel qualifié restent à couvrir pour l'année scolaire 2024-2025 dans les collèges et lycées. Or, à ce jour, seulement 1212 AME restent encore disponibles dans la base de données
et aucun d'entre eux n'est qualifié dans les matières telles que l'éducation physique et sportive, la philosophie ainsi que l'économie familiale. Il en est de même pour les mathématiques, le français, la physique-chimie et la technologie, tandis que le nombre de spécialistes est faible s'agissant de l'allemand, de l'anglais, de l'économie, de l'espagnol, de l'histoire et de la géographie. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'organisation d'un test de qualification en vue de renforcer la base de données des AME dans ces matières, l'objectif étant la couverture intégrale des besoins au titre de l'année scolaire prochaine. En point 4, dédommagement des personnes affectées par le projet de construction et d'exploitation du terrain de golf Championship de 18 trous à Avlekete. À l'issue de l'expertise commanditée sur la mise en œuvre de ce complexe sportif et touristique, il se révèle que le projet couvre une superficie de 111 hectares de terre et affectera 173 personnes ainsi que 22 immeubles d'habitation et autres biens. En application des dispositions légales et réglementaires en la matière, le Conseil a approuvé les dédommagements et indemnisations appropriés et instruit les ministres concernés de veiller à leur prise en compte diligente. Des milliers de jeunes Nigérians sont descendus jeudi dans les rues pour dénoncer la crise économique qui frappe leur pays. À Abuja, Bauchi et Borno, les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants déterminés à faire entendre leur voix. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque Nigérian ne pourra pas vivre confortablement. Nous voulons un Nigeria où les citoyens vivent aussi bien que ceux des pays avec moins de ressources. Il est temps que nos richesses bénéficient à tous. Les manifestants réclament le rétablissement des subventions pour le gaz et l'électricité, dont la suppression a entraîné une hausse des prix généralisée. La manifestation mettre fin à la mauvaise gouvernance est cruciale. Si vous regardez autour de vous, le prix du carburant a triplé. Les gens ne peuvent plus se permettre de faire beaucoup de choses, alors les entreprises ferment. Beaucoup de petites sociétés ne peuvent même plus payer leur personnel. Et sur les marchés, beaucoup de commerçants, beaucoup de femmes n'ont plus les moyens d'acheter des produits, ce qui rend très difficile la vente de leurs marchandises, car les acheteurs n'ont plus les moyens. Ces manifestations mettent en lumière une frustration croissante face aux politiques économiques exacerbées par l'absence de soutien pour les plus vulnérables. Le général Abdel Fattah al-Burhan ne négociera plus avec les forces de soutien rapide. Le chef de l'armée soudanaise a pris cette décision après avoir survécu mercredi à une attaque de drone dans l'est du pays. 5 personnes ont péri dans cette attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Nous ne nous battrons pas en retraite, nous ne nous rendrons pas et nous ne négocierons pas, a déclaré al-Burhan. Depuis le 15 avril 2023, ces forces et les paramilitaires ont plongé le Soudan dans une guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes, certaines estimations allant jusqu'à 150 000 morts, selon l'envoyé américain au Soudan. Les États-Unis ont invité les deux parties à des négociations de paix à la mi-août à Genève, mais Burhan pose ses conditions. Toute initiative de paix doit reconnaître, inviter et consulter l'État soudanais, a-t-il déclaré, faisant référence à son gouvernement. La décélération des prix des principaux produits alimentaires et du carburant se confirme au Kenya. L'inflation a baissé à 4,3% en glissement annuel en juillet contre 4,6% le mois précédent selon le Bureau national des statistiques du pays.
Le bureau d'analyse de données indique également que l'indice des produits alimentaires et des boissons a diminué de 0,5% entre juin et juillet. Le bureau des statistiques informe également que l'indice du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a également baissé de 0,4%. Les prix de 200 et de 50 kWh d'électricité et du kérosène ayant diminué respectivement de 9,4%, 4,4% et de 0,8%. Sur une base mensuelle, l'inflation était de moins 0,2% contre 0,4% en juin. Le gouvernement vise un taux d'inflation compris entre 2,5% et 7,5% à moyen terme. Après la condamnation de Moussa Dadis Camara mercredi à 20 ans de prison par un tribunal de Conakry, ses avocats sont amers. Jeudi, dans un communiqué, ils ont décidé de faire appel du verdict. Les avocats se disent notamment surpris par la condamnation de l'ancien chef de la junte en Guinée pour crime contre l'humanité sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Alors que ce chef d'accusation, souligne-t-il, n'était pas retenu contre leurs clients et ses co-accusés. Aussi, la défense de Dadis Camara qualifie-t-elle le jugement rendu mercredi d'inique et demande qu'il soit rétoqué par la chambre d'appel. Autrement, les avocats menacent de saisir la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Moussa Dadis Camara et ses co-accusés étaient poursuivis dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Le drame avait fait plusieurs morts. Les funérailles officielles du chef du mouvement islamiste palestinien Hamas Ismail Haniyeh ont débuté jeudi dans le centre de Téhéran. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a dirigé les prières funéraires du leader gazaoui, qui a été tué le 31 juillet dans la capitale iranienne lors d'un raid imputé à Israël. Khamenei a menacé de punitions sévères pour le meurtre d'Haniyeh, ce qui fait redouter une contagion de la guerre qui fait rage depuis presque 10 mois dans la bande de Gaza. Haniyeh se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian le 30 juillet dernier. Né dans une famille de réfugiés d'Ashkelon, Ismail Haniyeh avait rejoint le Hamas à sa création en 1987. Il est devenu le chef politique du mouvement en 2017 et a vécu dans la bande de Gaza jusqu'en 2019, date à laquelle il a déménagé pour vivre en exil au Qatar. Le leader palestinien doit être enterré vendredi dans la capitale du Qatar, Doha. Trois Américains nouvellement libérés sont de retour sur le sol américain après un échange de prisonniers historique avec la Russie. Le responsable de la sécurité d'entreprise Paul Whelan, les journalistes Evan Gershkovich et Alsou Kourmacheva sont arrivés peu avant minuit jeudi à la base militaire d'Andrews dans le Maryland où ils ont retrouvé leur famille. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris étaient également présents pour les accueillir. Les trois Américains faisaient partie du plus grand échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie de l'histoire post-soviétique. Selon les autorités, l'accord multinational a permis de libérer 12 de personnes. L'échange intervient après des années de négociations, alors que les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas depuis la guerre froide, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. S'exprimant sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il était merveilleux d'accueillir les Américains libérés sur le sol américain. Il a également rejeté l'idée que de tels échanges pourraient conduire à la détention d'autres Américains, déclarant qu'il n'adhère pas à l'idée de laisser pourrir des gens en prison parce que d'autres personnes pourraient être capturées. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul mercredi pour protester contre l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Cette attaque alimente les craintes d'embrasement dans tout le Moyen-Orient et compromet la suite des négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Chaque jour apporte davantage d'horreur, de perte et de souffrance à notre peuple, alors que les forces d'occupation israéliennes massacrent des civils palestiniens, assassinent des fonctionnaires, tuent des travailleurs humanitaires, du personnel médical et des journalistes.
enlèvent des civils, les torturent et les violent dans les prisons israéliennes, bombardent et détruisent des maisons et des infrastructures palestiniennes. Israël n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité de l'attentat contre Haniyeh, mais les soupçons se sont immédiatement portés sur l'État hébreu qui a juré de tuer Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas à la suite de l'attaque du groupe contre Israël le 7 octobre. Cette opération envoie un message clair. Nous nous défendrons et répondrons avec une grande force contre ceux qui nous font du mal. L'État d'Israël ne restera pas les bras croisés. Nous continuerons à nous défendre et à défendre nos citoyens. Le monde doit soutenir Israël en ce moment et exiger que le Hezbollah respecte la résolution 1701 du Conseil de sécurité, en cessant ses attaques et en se retirant du nord du fleuve Litanie et en se désarmant. Des rassemblements pro-palestiniens ont éclaté dans plusieurs capitales à la suite de l'assassinat de Haniyeh, notamment à Téhéran, Rabat et Tunis. Kamala Harris a répondu mercredi à Donald Trump qui l'accuse de mentir sur son appartenance ethnique. La vice-présidente américaine a dénoncé des propos du candidat républicain teintés de mensonges et qui sèment la division. Donald Trump s'est exprimé lors de la réunion annuelle de l'Association nationale des journalistes noirs et c'était toujours le même spectacle, la division et le manque de respect. Et permettez-moi de dire que le peuple américain mérite mieux. Le peuple américain mérite mieux. Le peuple américain mérite un dirigeant qui dit la vérité. Un dirigeant qui ne réagit pas avec hostilité et colère lorsqu'il est confronté aux faits. Nous méritons un dirigeant qui comprenne que nos différences ne nous divisent pas. Elles sont une source essentielle de notre force. Donald Trump a affirmé que Kamala Harris a toujours mis en avant son héritage indien et ne se considère comme noire dorénavant que pour des raisons politiques.